soulevées essentiellement dans le projet de loi portant prorogation de l'état de siège. Le Sénat attend pour qu'il s'approprie aussi le dossier à examiner aujourd'hui. Merci. Monsieur le vice-ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, je vous remercie pour toutes vos remarques et observations ô combien pertinentes que j'ai bien noté avec l'engagement d'en faire part au gouvernement. J'ai enregistré ce qui suit. L'honorable président de l'Assemblée nationale a relevé à juste titre que la superficie de la République démocratique du Congo est de 2 345 410 mètres carrés. Kilomètres carrés. Pour le Nord Kivu, l'honorable Safari est revenu sur la situation qui reste dramatique, la perte d'une cité, je n'ai pas bien noté le nom, c'est Kalembe. Et il a insisté sur l'importance de l'évaluation et il a demandé ce qu'il en est des recommandations de l'Assemblée nationale la dernière fois que le gouvernement a demandé l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. L'honorable Kambal est toujours pour le compte du Nord Kivu, lui, a commencé par le texte du protocole. Il a mentionné que l'article 7 était absent du texte. Et pour cela, il a posé la question suivante: pourquoi autoriser alors qu'on nous propose un texte qui est incomplet? S'agissant de l'état de siège, il a été clair, il a dit qu'il ne faut pas proroger parce que, encore une fois, il n'y a pas d'évaluation et la situation n'a pas évolué. Je n'ai pas noté le nom du troisième intervenant du Nord Kivu, mais lui, il a mentionné la présence de 10 généraux, au moins, dans la ville de Goma, mais les tueries continuent. L'honorable Tadé, s'agissant de l'état de siège, a relevé que l'exposé des motifs des textes que le gouvernement amène ici reste le même, jusqu'à reproduire les fautes. S'agissant du texte de ratification, il a fustigé le fait que l'on parle de la circulation des marchandises et pas des personnes. Pour le Sud Kivu, dans l'ensemble, merci à l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a bien résumé la situation, c'est-à-dire que dans l'ensemble, tous sont revenus sur l'absence des résultats en termes des faits de l'état de siège. Ils nous ont parlé de l'évaluation, ils nous ont fait état de l'enclavement de la ville de Goma, et puis ils nous ont posé la question de savoir si l'ordonnance
instituant l'état de siège n'est pas à ce jour vidé de sa substance. Le Sud Kivu, donc ça c'était le Nord Kivu. Le Sud Kivu maintenant avec les honorables Lutiki et Bedi. Le premier a parlé de la situation qui demeure la même et l'état sécuritaire qui n'a pas changé non plus. Le deuxième, donc l'honorable Bedi, nous a fait état de la situation au haut plateau, notamment à Fizi et à Mwenga, où ça bouillonne. Les députés, les honorables députés nationaux de l'Ituri, notamment les honorables Ojombayo, je ne sais pas si j'ai bien noté, et l'honorable Njio, ont respectivement parlé du 8e cycle de conflits en Ituri et de l'organisation du Forum pour la paix. Donc le deuxième et le dernier, lui, a insisté sur le fait qu'on ne doit pas continuer à proroger l'état de siège parce qu'on fait des recommandations, des observations au gouvernement, les réponses ne sont pas données, la situation n'a pas changé. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, je voudrais réagir en 2 points, en indiquant premièrement que les textes, et 2 textes que j'ai eu l'honneur de venir aujourd'hui présenter devant votre auguste assemblée vous appartiennent désormais. Ils n'appartiennent plus au gouvernement. Donc c'est à vous de les traiter et d'aller dans le sens que votre conviction va vous guider. Et si dans l'exposé des motifs, nos collaborateurs ont commis l'erreur de laisser une faute d'orthographe, corrigez-la. Je me ferai le devoir de vérifier, comme d'habitude nous venons avec le même texte, si dans la prorogation de la fois passée, l'Assemblée nationale avait pris le soin de corriger. Deuxièmement, c'est-à-dire le deuxième point de ma réaction, et j'en termine par là, pour faire remarquer que le problème, ce n'est pas l'état de siège. L'état de siège est une mesure. L'état de siège est une institution prévue par la Constitution et que l'on peut utiliser face à certaines situations. Dans les cas des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'état de siège a été institué pour faire face aux atrocités qui y sévissent. Au meilleur moment de son fonctionnement, l'état de siège a permis notamment de connaître avec précision le nombre de militaires qui défendent notre territoire à l'est du pays. C'est également à cause de l'état de siège que l'on a pu identifier des compatriotes
qui sont en connivence avec l'ennemi. J'ajoute un dernier élément, et cet élément est d'actualité. C'est que lorsqu'un pays saisit le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, la Cour, avant d'accepter d'intervenir dans ce pays-là, vérifie notamment, c'est-à-dire ça fait partie des conditions, la Cour vérifie le seuil de gravité des faits qui se passent dans le pays où on l'appelle pour intervenir. Ici, vous allez voir comment le magistrat suprême a été ingénieux. Il a proclamé l'état de siège en 2021 et en 2022, il a saisi la CPI pour demander que ceux qui sévissent à l'est de notre pays puissent véritablement être poursuivis. Et croyez-moi, l'instauration de l'état de siège a servi à l'évaluation du seuil de gravité des faits qui se passent dans ces deux provinces. C'est ce qui a fait que, vous l'avez suivi dernièrement, la CPI a décidé de réactiver les enquêtes en République démocratique du Congo. Je conclue donc pour dire que l'institution état de siège n'est pas le problème. Les observations que vous faites devraient plutôt permettre à ce que, s'il y a un canard boiteux dans la mise en œuvre de l'état de siège, que ce soit ce canard boiteux qui soit retranché. Parce que les circonstances qui ont milité pour que l'état de siège soit instauré sont quelque peu les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Cela signifie donc que, parce qu'il y a eu quelques résultats déjà engrangés, il va de soi que les députés nationaux continuent à faire confiance à cette institution et que s'il y a des observations, des réglages à faire, qu'on continue à les faire jusqu'à la victoire finale. Pour cela, je vous demande de voter pour l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, élu légitime du peuple congolais, je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, je tiens sincèrement à remercier les vice-ministres de la Justice. Nous sommes dans une matière très sensible qui demande beaucoup de gigotes, beaucoup d'arguments pour, contre. C'est ce qui fait marcher la machine, n'est-ce pas? En tout cas, moi je dois dire que c'est pour la première fois que je vois un membre du gouvernement qui prend son courage de reprendre mot à mot les reproches qui sont formulés contre le gouvernement, contre l'état de siège. Mot à mot. Ça, c'est déjà... Il y en a qui ont peur, de dire, monsieur, nous sommes entrés, soyez quand même disciplinés. Je suis en train de conclure, vous demandez la parole. Mais ce n'est pas possible. La représentativité doit être aussi constatée au sein de la représentation nationale. Ça veut dire que les 500 députés ne doivent tous pas parler, ne doivent pas tous parler sur les questions à l'ordre du jour. Si vous vous retrouvez dans les autres, mais vous voulez absolument parler, je vous ai toujours promis, faites-moi confiance, chacun de vous sera vu ici par sa base à un moment donné. Je suis en train de comptabiliser ceux qui ont déjà parlé. À la prochaine occasion, d'autres parleront. Mais ici, j'allais dire que le professeur Samuel Bemba
il est professeur. Oui. Ah, il est doctorant. Ok, ça va. Je modifie. N'ayons pas le culte des diplômes. N'ayons pas le culte. Non, pasteur, je doute un peu. N'ayons pas le culte des diplômes. La matière grise peut sortir d'un gradué, tout comme elle peut manquer chez un PhD. Ce n'est pas, quand vous allez interviewer, vous allez dire d'abord, je suis professeur, ensuite j'interviens. Non, laissez les gens se poser la question après votre intervention. Est-ce que cet homme intelligent ne serait pas professeur à Harvard? Puisque nous avons connu des professeurs et professeurs. Nous avons été étudiants. Nous, quand le professeur Liao donnait cours à la faculté de droit, la faculté de sciences économiques, nous nous transportions pour aller suivre le professeur Liao. Quand Kengo Adondo, qui n'a pas le doctorat à thèse, donnait cours, les gens allaient suivre et il parlait sans papier. Quand Sambwa Pidabangi, gouverneur de la Banque centrale, sans thèse, parlait, il regardait le plafond, il vous sortait la matière monétaire et il n'avait pas de concurrent que Chozambié et Mabi Moulumba. Donc le diplôme c'est bon, mais connaître chaque jour, vous mettre à niveau, c'est mieux. Il faut lire, monsieur. Et donc je disais que l'honorable, puisqu'il avait été élu, Samuel, mais maintenant, Excellence Samuel, ce que vous avez dit, ça me fait énormément plaisir et je compte sur vous pour que vous rapportiez fidèlement ce que vous avez vous-même répété aux membres du gouvernement. Puisqu'ici, à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? Pour qu'on calme quand même nos populations, que quelque chose est en train de se faire. Parfois, les gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Donc dans votre prochain Conseil des ministres, il faut relever qu'à l'Assemblée nationale, qu'ils prennent note que l'Ituri avait fait une contribution pour la paix et la sécurité, le développement, qu'au niveau de l'Assemblée, les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Et si une lettre a été écrite dans ce sens-là à l'autorité suprême, que vous puissiez vous en approprier aussi au niveau du gouvernement. Vous aurez conseil des ministres vendredi, aborder cette question de l'état de siège, s'il vous plaît, puisque vous risquez de nous mettre en difficulté par rapport à la prochaine prorogation. Vous ne connaissez pas les acrobaties que nous faisons ici pour parler avec les députés du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri. Et donc, même les plus grands acrobates japonais ou chinois ou notre boxeur Bakole qui est aussi champion quand même, il faut le souligner, même Nganou qui a fait la fierté de l'Afrique, à un moment donné ils ont des limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Donc nous devons terminer en nous mettant d'accord tous. On ne rejette rien, on veut seulement savoir qu'est-ce que nous constatons nous tous. Est-ce que nous avançons, nous reculons ou nous faisons du surplace? Est-ce que ça, c'est porter atteinte à la République? Donc pour aider le pays, nous devons dire la vérité. Et la vérité, c'est celle-là. Hélas, si aujourd'hui on demande combien de mètres carrés on a récupéré, parce que vous avez dit que le problème, ce n'est pas l'état de siège, donc avec ou sans état de siège, on aurait le même problème. Alors le problème, c'est quoi? Il faut que nous sachions tous où se situe le problème pour qu'on puisse y apporter solution. On ne peut pas rester dans cette salle
continuer à regarder les gens mourir à Goma, à Nituri, et les gens se déplacer vers le Sud Kivu, les gens se préparaient dans les hauts plateaux avec les rebelles burundais pour faire du mal à nos populations. Puisque gouverner, c'est prévoir. Ça n'a pas encore bouillonné, ça ne s'est pas encore déclenché dans le Sud Kivu. C'est le moment de prendre des positions pour que ça ne se déclenche pas là-bas. Kalembe, vous avez dit Kalembe, je crois que j'avais appris qu'on avait récupéré Kalembe, et donc ça ne suffit pas à récupérer, il fallait aussi pour chasser les assaillants, peut-être récupérer aussi une partie du territoire qu'ils occupent. Nous allons faire en sorte que, je l'ai dit aujourd'hui aux honorables députés, que les débats se passent ici dans cet hémicycle et non pas à la fin devant l'esplanade parler à la presse. Ça, nous disons non. Nous disons non aussi à la gestion du Parlement par les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent sauver tout comme ça peut tuer la République. Les débats ici, quand quelqu'un soulève une question, il y en a un autre qui va venir l'éclairer et la population sera éclairée. Les réseaux sociaux ne peuvent amener que polémique pendant que l'agresseur est sur le terrain. Mais moi, j'exhorte les Congolais, les députés, les Congolais qui habitent le Congo et ceux qui sont au niveau de la diaspora, cette histoire des réseaux sociaux dirigés contre notre propre pays, en fait, on peut aussi dire que c'est une sorte de trahison de la République. Est-ce que vous pensez que les autres pays-là n'ont pas de Twitter ou des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux? Moi, je n'ai pas vu les Rwandais qui attaquent les Rwandais, pourtant tout n'est pas rose là-bas. Je vois rarement les Camerounais attaquer le Cameroun. Ils savent à quel moment et dans quel cadre gérer leurs problèmes. Amener notre saleté, nos problèmes, chaque fois sur les réseaux sociaux, ça nous affaiblit. Un chiffre fait la haine. 513 députés. Oh, mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? Il y a 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. À moins que vous ne vouliez qu'il y ait seulement des présidents honoraires de la République et des chefs du gouvernement honoraires. Et ça, ce n'est pas sorti du ciel, c'est dans la loi. Et donc, c'est quelle loi encore voilà, c'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. Alors, en ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié, c'est des montants modiques, mais ça m'aidait quand même à tenir les quelques jours. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. Bien que la République, à travers les autorités de l'époque, avait amputé mon mandat, il me devait 2 ans et 7 mois qui sont partis en fumée. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prendre une autre attitude qui soit à la fois critique, mais constructive à la fois. C'est pourquoi, honorable député, j'ai compris que vous avez saisi, le président de la République a saisi la CPI, ce qui est une bonne chose. Vous-même, en tant qu'ancien de la CPI, vous avez été à la CPI, non? Pas comme prisonnier, mais comme, je crois, expert, comme expert, puisqu'il a sursauté. Non, vous avez été à la CPI vous-même comme expert, donc vous savez de quoi vous parlez. Je crois qu'à ce stade, nous pouvons remercier encore une fois le vice-ministre de la Justice qui nous a présenté les 2 projets et rencontré les
questions que les députés se sont posées jusqu'à ce moment. Les rapporteurs n'ayant enregistré aucun amendement sur ces deux projets, puisqu'il n'y a pas d'amendement, la page 7, l'honorable député, oui, je peux lire la page 7 pour voir s'il y a des articles compromettants. L'article 7, installation des services frontaliers. Les parties contractantes fournissent des installations adéquates et prennent des mesures appropriées pour rassurer le dégagement rapide du trafic en transit dans le temps le plus court possible et à leurs points de frontière indiqués respectifs. Alinéa 2. Pour assurer un mouvement bon et expéditif du trafic en transit, les parties contractantes s'engagent à établir des postes frontaliers intégrés aux points indiqués des frontières, avec les zones de contrôle communes, guichets uniques qui sont conçus, etc., etc. B. Veiller à ce que les ressources adéquates de main-d'œuvre soient rendues disponibles pour l'accomplissement et le dégagement prompt des formalités de frontières telles que l'immigration, la douane, la santé et des contrôles des échanges. C'est fournir des facilités d'entreposage et encourager le secteur privé à fournir de telles installations dans la zone de fret pour couvrir les exigences des clients. De coordonner des heures de travail aux postes frontaliers. Bon, il y a des fautes aussi dans l'affaire, il faut corriger, hein, adjacent. Ils ont traduit l'anglais en français, je crois, ou le portugais en français. Donc il y a des fautes d'orthographe, mais la quintessence, vous l'avez saisi. Donc cet article ne viole en rien notre souveraineté, ne trahit pas la nation, ni les convictions des honorables députés. On est en train de le multiplier, on va vous les donner. Et puisqu'il n'y a pas d'amendement, nous pouvons nous prononcer quant à... Nous commençons avec... Pardon? Oui, je... Puisqu'il n'y a pas... D'abord, après avoir suivi les ministres de la Justice, oui, ça j'avais déjà dit ça, M. Adamaro, j'avais déjà clos les débats. Maintenant, nous passons à la recevabilité de ces deux projets de loi.